2 to shoot. Just gets it off in time, and he banks it in. What a shot from Parker. Here's Nylander, fires the rebound, scores. Matthews, and a little count. Matthews picks up the rebound, his 21st of the year. The Leafs take the lead. This is what makes great players great. Et franchement, ça me fait vraiment très très plaisir parce que vous êtes très nombreux à nous rejoindre sur le live Facebook. Donc bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, bien évidemment tous ceux qui nous suivent en radio sur le 100.1. Vous avez reconnu donc le jingle de la chronique régionale, puisque donc avec nous, je le disais, pour ceux qui auraient manqué le début d'émission, Kamel Eshena, donc le coach des Liège Monarchs, qui a donc sûrement fait passer le message, qui avait aujourd'hui une belle occasion de pouvoir discuter de football américain sur les antennes de 48 FM. Kamel, d'abord, première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va et déjà, comment ça se passe du côté des Liège Monarchs? Alors moi, personnellement, je vais bien, mais j'ai mal partout, dû à la rencontre d'hier. Merci aux Black Angels d'ailleurs. Mais sinon, en général, on va très très bien. On a une petite saison sympathique qui nous attend là. Savoir que la saison a commencé évidemment avec l'année scolaire, le championnat junior, on a peu l'occasion d'en parler, mais un super groupe junior, beaucoup de nouveaux joueurs, et on a fait 6 matchs, 6 victoires, et des victoires plutôt écrasantes, et puis malheureusement on perd à 2 points en play-off, et ça c'était plutôt frustrant pour les joueurs, mais bon, ils ont appris un bel effectif junior avec encore quelques années devant eux. Et donc ça c'est plutôt prometteur parce qu'on avait pas mal de cadets qui avaient rejoint le groupe junior. On se demandait un peu où on allait parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait rencontrer en face de nous. Et puis finalement 6 matchs, 6 victoires, c'était plutôt très très positif. Et alors une première année coaching pour pas mal de joueurs seniors, très très jeunes encore, mais qui viennent de rejoindre l'effectif. Donc ça leur a permis de voir un peu de l'autre côté de la barrière comment ça se passait. Et puis alors après une grosse préparation pour les seniors, même si on sait que cette année-ci sera toujours compliquée parce qu'on n'a pas un effectif énorme cette année. On a perdu quelques joueurs, des joueurs qui sont partis faire des études à l'étranger, on a des joueurs qui sont partis se tester aussi au football à l'étranger. Par exemple, Julien Klose qui est parti aux États-Unis et qui a fait une super saison en tant que running back avec pas mal de résultats. Voilà, c'est un joueur qui nous manque parce que c'est un joueur qui était hyper prometteur. Il revient à la fin de saison, mais bon voilà, il aura raté le championnat senior par exemple, mais par contre il aura appris beaucoup et on a hâte qu'il lui revienne avec des informations et une expérience en plus. Et puis voilà, toujours des joueurs comme Carmelo Salako, Daniel Rosalvo, etc. Ces joueurs qui sont en JFL maintenant, qui sont partis évoluer là-bas. On a Vincent Montero qui est maintenant au Blue Star de Marseille et qui en plus de ça est titulaire. Donc voilà, ça veut dire que notre école de football n'est pas si mauvaise que ça. Mais par contre, voilà, on perd quand même des joueurs importants sur le terrain. Alors c'est vrai que c'est important, une évolution qui a commencé déjà depuis quelques années, un changement, puisque c'est vrai que l'année passée, il y avait eu un changement aussi de comité, beaucoup de changements à l'intérieur du staff et aussi dans, on le disait, les hautes sphères du club. C'était important pour pouvoir aussi avancer et progresser dans le football américain belge. Oui, on est passé d'une gestion complètement amateur à une gestion professionnelle maintenant, avec un manager sportif, avec des gens qui nous conseillent. On gère notre club comme une entreprise, donc le côté financier est hyper important, mais aussi les valeurs que l'on véhicule. Donc on est hyper strict sur le comportement de nos joueurs sur et en dehors du terrain. On est hyper strict sur nos joueurs par rapport à la préparation physique parce qu'on essaye qu'il y ait le moins de blessés possible évidemment. Donc voilà, on a essayé de professionnaliser tout ça tout en gardant quand même ce côté amusement et ce côté plaisir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les gens viennent. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le football amateur, le football américain en Belgique reste amateur, mais tend à vouloir justement aussi se professionnaliser un petit peu. Oui, exactement. Nous, on est dans l'optique de se dire, voilà, on n'en fera pas des professionnels. Clairement, je dis à mes joueurs, je ne ferai pas de vous des professionnels. Par contre, on peut faire de vous des bons joueurs, mais chacun y met le temps et l'énergie qu'il peut. Certains doivent se consacrer aux études beaucoup plus, et je comprends, au travail, peut-être à d'autres activités, qu'elles soient même culturelles ou autres. Mais quand on le fait à fond. Ça veut dire que si on vient à l'entraînement pendant 2 heures, on donne à fond. On n'est pas un club où on le dit clairement, nous, venir rigoler pendant l'entraînement pendant 2 heures, c'est pas notre truc. Boire des bières après, il y en a plein qui le font. Boire des bières avant, tu t'entraînes pas et c'est préférable pour nous. Voilà. Donc, chacun y met l'intensité qu'il veut, chacun y met l'énergie qu'il veut. Et le but, c'est de trouver une raison commune pour avancer. Et la raison commune, ce sont les résultats. Voilà, point.
Et alors justement, donc dans l'évolution du club et la progression, on parlait aussi qu'il y a de plus en plus de membres qui arrivent dans le club. On le disait aussi, la formation qui devient très importante. Avant, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'équipe jeune du côté de Liège et du côté des Monarchs. Et ici, on le voit, on en parlait juste avant, avec la formation et l'équipe jeune qui a très très bien joué dans son championnat, qui s'est juste un petit peu planté, mais ça fait partie de la progression en play-off, mais ça fait justement aussi partie de ce cheminement que les Monarchs essayent d'accomplir ici ces années-ci. Exact, avec le nouveau comité, on s'était fixé des objectifs qui étaient très très hauts, et grâce à tout le comité, on a su débloquer des moyens financiers conséquents. On avait deux solutions. La première solution, c'était de se dire qu'on investissait l'argent dans des imports étrangers, ce que font beaucoup d'équipes, et je peux le comprendre. La deuxième solution, c'est de se dire on garde cet argent pour en faire autre chose. C'était une réflexion qui se posait, on a pris le temps, et puis finalement, de manière unanime, on s'est dit cet argent, on va l'investir plutôt pour l'école des jeunes. Et donc, on a une équipe cadette, une équipe junior, et maintenant nos seniors. On aurait pu avoir un quarterback américain, avoir un autre joueur en plus, etc. C'est clair que le niveau de jeu serait monté, mais on préfère se dire qu'on doit attendre que notre noyau principal soit à maturité et que la seule chose qui lui manque pour exploser encore vers le haut, c'est d'un joueur qui a une autre expérience que même celle que moi je peux apporter au niveau de mon coaching. Mm-hmm. Et prendre un joueur maintenant, clairement on aurait été plus fort cette année, mais par contre ça aurait peut-être freiné l'évolution de certains joueurs en se disant oui mais je m'appuie sur lui parce que je sais que lui il est à son hors norme. Et nous, on avait un peu peur de ça. Alors, certains joueurs auraient peut-être évolué beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Donc, on s'est dit, on va toujours travailler avec ce noyau-là principal, le faire évoluer au maximum. Et une fois qu'on sent que moi, là où je suis, il faut admettre à un moment donné ses limites. Moi, je ne peux plus rien apporter. On s'entourera de coachs et de joueurs étrangers. Tant que maintenant, on peut toujours travailler avec ce noyau-là et faire des très bons résultats. Et donc, ces moyens ont été investis pour l'école cadette et junior. Junior avec des résultats qui étaient quand même incroyables. Là, on a fait des matchs avec 50, 60 points à 0. En junior, en faisant tourner 2 quarterbacks en permanence, 3 running backs, enfin c'était vraiment chouette. Et en cadet, on commence cette année-ci avec une équipe où on a 4 filles dans l'effectif. Cadette, ils jouent à 7. On a pris le pari de se dire, on va les faire jouer, on va les incorporer, avec 2 filles, une qui a joué en attaque tout son match et une en défense tout son match, avec des jeunes qui ont 13 ans, 14 ans pour certains. Et malgré ça, on bat, c'est 58 ou 60 à 0, je pense, les BFA qui sont invaincus depuis des années. Ouais. Justement aussi, dans ces noyaux-là, comment est-ce qu'on a fait pour travailler avec ces jeunes pour qu'ils arrivent là où ils sont maintenant? Puisque l'équipe junior n'a été créée que maintenant depuis 1 an, si je ne me trompe pas, avec un premier championnat ici qui s'est déroulé là. On a commencé au mois de mai l'année passée, la préparation physique. Et puis, puis le championnat a commencé en mois de septembre. Comment on a fait très honnêtement, le mérite ne me revient pas du tout pour les juniors. Le mérite revient à tous ceux qui m'ont aidé, tous les assistants coachs qui ont travaillé. Moi, je n'ai fait que donner la partition et puis après, le reste a suivi. Ils sont venus chacun avec leur exercice, leur mise en place, etc. On se consultait de temps en temps, mais ils ont été hyper autonomes quand même. Et puis surtout, ils devaient aussi faire des erreurs. C'était important dans leur apprentissage en tant que coach. Et puis j'étais là pour réguler si de temps en temps quelque chose ne marchait pas ou marchait pas assez. Je ne me suis occupé que d'une partie des joueurs, mais très honnêtement, c'était pas du tout la partie la plus forte. D'ailleurs, les coachs défense ont fait un énorme travail avec les gars. Et donc voilà, toute la sauce a prise, mais on a géré ça de manière très professionnelle. Un joueur arrive, on le teste à quelques positions, on choisit sa position, et puis à un moment donné, on avance et on évolue. On lui parle avec des termes, donc on utilise la même nomenclature que pour les seniors, pour ne pas qu'ils soient perdus, et on utilise un vocabulaire de foot américain. Il faut que ce soit en anglais, c'est en anglais, mais voilà, un vocabulaire de foot américain pour que le gars comprenne. Plus des devoirs, plus des travaux à faire, plus des vidéos à aller regarder, etc., pour que chacun grandisse beaucoup plus vite. Et alors beaucoup de confrontations en permanence. Voilà comment on a fait, et c'était plutôt pas mal. Avec des joueurs qui n'ont peut-être jamais joué au football américain avant. Ouais, certains d'entre eux n'avaient jamais joué, d'autres avaient joué à des niveaux inférieurs, comme aux Raptors de Soubagne, aux Atomics d'Amé, etc. Ils sont venus chez nous, ils ont vu que ça allait beaucoup plus vite, mais ils ont accroché. C'était ça le principal, et on a réussi à faire une équipe. Et ma plus grande fierté, moi, ce n'est pas tellement les résultats, c'est plutôt de voir que ces gamins-là sont ensemble très régulièrement. Je les croise ensemble en rue, je les vois aller à la salle ensemble. Ils étaient sur le bord du terrain à voir les seniors ensemble, par exemple. Ils viennent donner un coup de main bénévolement aux seniors. Ils ont fait les chaînes crew, ils ont tenu le bar. Enfin voilà, ils font plein de choses pour la vie du club, alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc notre plus grande fierté à nous, c'est de voir que ce sont devenus des amis, alors qu'ils habitent dans vraiment les côtés opposés de la ville, qu'ils ont des écoles différentes, mais malgré ça, ils ont un truc commun, c'est le foot, et ça crée des liens, et là, on a la preuve. Et des gens aussi qui s'investissent, c'est important. Ah oui, très, 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 sans
Au niveau associatif, dans tous les sports du monde, je pense, à part les sports vraiment individuels, il y a 3 piliers fondamentaux. Et le premier pilier fondamental, c'est les joueurs. Si on n'a pas le volume de joueurs nécessaire, on ne peut rien faire. 2, c'est le bureau, le comité. Si on n'a pas un comité fort, c'est très difficile de faire grandir un club, à part à court terme, mais à moyen terme, c'est très compliqué. Et 3, ce sont les bénévoles. Si on n'a pas d'aide, c'est quasi impossible d'avancer, d'évoluer. Et c'est avec l'aide qu'on voit la différence, parce qu'à un moment donné, on voit beaucoup de joueurs qui s'impliquent dans les comités, etc. À un moment donné, ça s'essouffle. Et c'est logique. Il y a des joueurs en Belgique qui font ça depuis des années, mais à un moment donné, c'est très, 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 très compliqué. J'ai des noms comme ça en tête, c'est des gens qui font beaucoup, qui sont et joueurs, et assistants coach, ou coach, et dans le comité. Mais à un moment donné, c'est épuisant. Quand je vais au lavoir avec le président et que je fais de coach et qu'il est président et qu'on va laver les vareuses et les pantalons des joueurs, qu'il faut aller faire les courses, qu'il faut faire, c'est super, mais pendant combien de temps est-ce qu'on va tenir? Voilà. C'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte et c'est important de pouvoir aussi en parler parce que c'est aussi pour ça qu'on est là nous aussi depuis 5 ans pour essayer de faire évoluer un petit peu tous ces sports. En baseball, je pense que c'est la même chose. Ici en Belgique, il y a très peu de médiatisation, très peu de moyens. Quand j'ai été voir ici le Super Bowl entre les BBA et les Limburg Shotguns ici l'année passée, c'était un magnifique événement qui avait été très très bien organisé par toute la famille BBA et au final avec très peu de moyens et très peu aussi de médiatisation derrière, mais c'est vrai que on se rend pas toujours compte du travail qui est fait en amont et le travail qui est fait par tous les bénévoles qui travaillent dans tous ces clubs, c'est un travail titanesque. Oui, vraiment. Vraiment, c'est très très dur. Hier, on organise un match à la maison, c'est 15 jours de préparation avec les courses, avec les rangements, etc. Et puis on a joué notre match, on est fatigué avec le président. On est parmi les derniers on est les derniers à partir, on est parti, il était plus de 19h. Quand on part, il faut nettoyer les vestiaires, etc. Et les joueurs, évidemment, nous aident aussi. Donc, ils ne prennent pas la grosse tête. Mais c'est fatigant. On demande qu'un truc, c'est de rentrer chez soi. Bon, on a des coups partout, on a mal. Mais voilà, les gars restent, il faut tout ranger. On remet, parce que on a aussi une image de marque. On ne veut pas rendre aussi des choses dégueulasses. On veut que les gens qui nous prêtent quelque chose se disent, oui, ils ont des valeurs. Et on le fait quand on est parti en stage d'entraînement à la Freineuse. Ils nous disent, vous revenez quand vous voulez parce que c'est plus propre après qu'avant. Ce qu'on veut, c'est véhiculer cette image et je pense qu'elle est générale dans le foot américain en général. Mais voilà, on ne se rend pas toujours compte des sacrifices que ça demande et de l'application surtout que ça demande. Et j'ai l'impression que ce mot entraide fait encore plus partie du vocabulaire du football américain que dans d'autres sports. Oui. Oui. Mais c'est-à-dire que l'avantage ou le désavantage pour certains, c'est que quand j'ai un adversaire sur le terrain, tout ce qui doit se dire va se dire sur le terrain. Et quand on se croise après, après on se salue, on rigole, on se check et puis c'est terminé parce que c'est un sport qui est tellement viril que finalement tout ce qu'on devait se dire, ça s'est dit là, c'est fini, après il n'y a plus d'animosité. Après quand on se croise en dehors, on boit un verre ensemble, on discute, tu te souviens la fois où tu m'as donné, et puis boum, c'est terminé, on passe à zéro. Et donc ce côté entraide, ça crée des liens. Et puis il y a le programme national qui fait beaucoup aussi, qui fait que les gars maintenant se connaissent, ils jouent dans d'autres équipes mais ils deviennent potes. Et donc ça crée des liens aussi, évidemment tout ce qui est Facebook, Twitter, etc. Ça aide beaucoup aussi les gens. Donc, il y a un entraide qui est très très fort parce que c'est un sport où l'abnégation est prioritaire et qu'on se bat, mais on se bat jamais pour soi, on se bat toujours pour quelqu'un. Toujours pour l'équipe, le club, le groupe. C'est vrai que c'est assez important. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait, dans les équipes jeunes, combien est-ce qu'on a de membres, sur combien est-ce que de joueurs on peut compter actuellement au niveau des Monarchs? Et aussi, deuxième question dedans, c'est est-ce que ici, avec la saison junior qui est terminée, est-ce qu'il y en a qui vont venir quand même s'implanter dans le groupe senior ou est-ce que l'évolution n'est pas encore assez grande? Alors, certains l'ont fait. Certains ont déjà rejoint le groupe senior, évidemment. D'autres, on a mis une petite pause. Parce que je pense que le niveau physique, ils doivent encore se perfectionner. En élite, ça va beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Et donc, le but n'est pas de les dégoûter. Certains viennent déjà avec une appréhension. Donc, il faut gérer ce paramètre, crainte. Et donc, on a fait une réunion et on a divisé les juniors en 3 groupes. Alors, il y a un groupe très jeune qui s'entraîne avec les cadets. Et je les en remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à eux que les cadets sont là où ils sont aujourd'hui. Et donc, ça fait une opposition aux cadets qui est beaucoup plus forte que celle qu'ils vont rencontrer en championnat. Et donc, ce sont des garçons sur qui on travaille plutôt sur les techniques individuelles. Et ils s'entraînent avec des cadets et ils font ce qu'on appelle du team service quand les cadets doivent avoir une opposition. Ensuite, il y a un deuxième groupe, c'était le groupe qui devait intégrer les seniors. Et le troisième groupe, c'est un groupe qui peut s'entraîner avec les seniors, mais qui ne peut pas jouer en championnat. Et quand on joue en full intensity, ces gens-là ne jouent pas, on leur dit voilà, stop, tu te mets sur le côté, tu ne fais pas. Pour ne pas créer de frustration, mais pour ne pas provoquer de blessures.
Voilà comment est-ce qu'on a divisé le groupe junior. Est-ce que c'est pas parfois un petit peu compliqué quand on voit par exemple qu'au football une saison commence à peu près fin août et termine à peu près en avril-mai, de voir ici une saison qui commence ici avec une préparation en mai, vous nous l'aviez dit avec la création de l'équipe junior, ici le championnat est déjà terminé. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu une frustration d'attendre autant de temps pour recommencer, en sachant aussi que le championnat doit aussi se créer, qu'il doit attendre d'avoir de nouvelles équipes aussi. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'imbriquer les joueurs dans l'équipe senior pour qu'ils continuent à jouer aussi, qu'ils continuent à apprendre. Il faut qu'ils continuent parce que certains, surtout l'adolescence, rester 5 mois sans faire du foot, pour eux c'est très compliqué, et puis ils vont vers d'autres sports, ils peuvent accrocher à autre chose, donc c'est la raison pour laquelle on a continué les entraînements, on a fait une petite semaine de pause et puis c'est tout. On voudrait bien que les championnats soient un peu différents pour les juniors, mais malheureusement c'est pas nous qui décidons. Mais le championnat s'arrête mi-novembre, reprend en septembre, c'est très court le championnat, mais par contre la préparation est très longue. Attention que beaucoup d'équipes commencent les entraînements au mois de juillet par exemple, moi je suis contre. La préparation est beaucoup trop courte, ne serait-ce que pour les physiques, on en a pour 6 semaines, donc c'est impossible. Et on l'a vu cette année-ci, premier match contre les Argonautes, 5 blessés chez les Argonautes, mais des claquages, des trucs comme ça, etc. Rien de gravissime. On a 0 blessé sur la saison, 0 blessé en junior sur la saison. C'est que la préparation doit... Elle doit être conséquente. Elle doit être conséquente, parce qu'en plus de ça, elle est adaptée évidemment en fonction des positions, mais on veut... Moi, mon rôle de coach, et je le répète tout le temps, je l'ai encore dit à mes joueurs cadets vendredi, mon rôle en tant que coach, ce n'est pas de faire gagner mon équipe, moi c'est de les préparer physiquement, à ne pas se blesser, apprendre à tomber et à faire tomber. Ensuite, les résultats viendront, mais c'est mon rôle principal. J'ai dû dire à un cadet qui ne jouait pas, par exemple, ce dimanche-ci, trop frêle, trop fragile, pas encore le courage qu'il faut, et donc je préfère le mettre sur le côté, plutôt qu'il monte et qu'il se fasse mal. Et donc, on va attendre qu'il prouve aux entraînements qu'il en veut un peu plus et puis il aura sa place par la suite. Oui, c'est important parce que on peut pas arriver comme ça dans un sport qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas toutes les techniques et ça demande du temps à apprendre. Et j'imagine qu'il y a des joueurs qui ont une volonté d'abord et puis d'autres qui ont parfois un peu plus de mal. Oui, mais on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens qui viennent vraiment pour jouer au foot parce qu'ils aiment bien le foot et sans demande de résultats particuliers, on doit composer avec. C'est pas un problème parce que chacun amène sa pierre à l'édifice de toute façon. On ne peut pas jouer qu'avec des joueurs qui veulent terminer dans une carrière semi-pro. Ce serait faux de dire qu'au Monarque on a que ça, c'est pas vrai. Il y a des mecs qui viennent avec leur casque et leur polière, qui veulent juste s'amuser, qui font pas de salle, pas de régime et qui sont très bons. Je pense à Thomas Marien, tête de caillou. C'est un instituteur. Je crois que c'est le pire cauchemar de tout le monde ici en Belgique. Quand on le touche, ça fait un mal de chien. Le mec s'entraîne pas sur le côté, il fait pas régime. Mais honnêtement, on n'a pas envie d'aller au plaquage avec lui. Mais voilà, lui c'est inné, c'est comme ça. Quand il a fini, il rentre chez lui, il retrouve sa femme, sa petite fille et il est content. Voilà. Et il nous dit, vous allez à la salle, super, bon amusement. Voilà. Je me retourne vers le live Facebook une nouvelle fois, juste pour vous remercier d'être vraiment nombreux. Je crois que c'est une des fois où on est les plus nombreux sur le live Facebook. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Kamel, si vous avez des questions pour Basile ou pour moi-même, n'hésitez pas, réagissez à tout ce qu'on dit en plateau, ça nous fera énormément de plaisir et on essaiera de relancer un petit peu sur tout ce qui est dit. On embrasse en tout cas tous ceux qui commentent, Cyril Bourron qui est là, Baknad, donc voilà, Fabrice Derez aussi qui nous écoute. Donc ça fait énormément plaisir et donc n'hésitez pas donc à réagir sur le live. Donc on va revenir aussi sur la préparation de l'équipe senior dont vous vous occupez, Kamel. On l'a dit, une préparation donc qui a commencé il y a maintenant un long moment. Comment est-ce qu'elle s'est passée avec aussi des matchs, je pense, contre un camp d'entraînement en France aussi qui a eu lieu? Non, le camp d'entraînement on l'a fait ici, en Belgique, dans les Ardennes. Avec des équipes, une équipe française. À la base, on devait partir jouer contre une équipe étrangère, mais ce qui était problématique, c'est qu'on ne pouvait pas avoir assez de sessions d'entraînement par jour. Et donc, on a fait le choix de dire non, parce que ça nous laissait très peu d'entraînement sur 3 jours. Et donc, trop de sacrifices au niveau humain que pour finalement très peu de résultats au niveau technique. Donc, on a dit non. Donc, ça a commencé en 2 étapes. La première, c'est que dès début juillet, août, septembre, on a accueilli des joueurs d'autres équipes, des joueurs principalement de la D3 qui sont venus chez nous et donc j'ai commencé par une remise en forme avec eux. Juillet, août était consacré uniquement à ces joueurs-là, c'était les entraînements après les entraînements juniors et donc on a travaillé sur vraiment la condition physique, pas de football du tout, uniquement. Physique. Voilà, que du physique, apprendre à faire des pompes, du gainage, courir, gérer sa respiration, etc.
À partir du début septembre, on avait fait donc un recrutement. Tous les gens qui voulaient essayer le foot américain ont été accueillis dès le début septembre et on a fait une prépa, mais axée sur le foot américain. Et donc les gens pouvaient venir sans rencontrer les mecs qui ont 10 ans d'expérience et sans se prendre des pains. Donc le but était que ces gens-là viennent et incorporent le groupe par la suite. Et donc on a mixé ces deux groupes-là, ceux qui avaient très peu d'expérience et ceux qui n'en avaient pas du tout. Et puis alors le premier mardi d'octobre, on a jumelé ça avec les seniors, le groupe senior. Et donc voilà comment ça s'est déroulé. On avait un groupe qui était quand même relativement conséquent, même si ce n'est jamais assez. Hein. Et donc on a eu beaucoup de passages parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir, mais c'est toujours un peu le problème, c'est quand on passe au casque épaulière, c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'attendaient pas à ça. Et donc voilà, on a gagné des joueurs, perdu des joueurs, mais la préparation s'est plutôt bien passée, avec, je dois le dire très honnêtement, maintenant beaucoup de discipline de nos joueurs. La plupart font une préparation physique à côté, que ce soit de la salle ou du crossfit ou même certains les deux. Et puis voilà, nous mardi, vendredi, chaque fois le mardi à la plaine de Cointe, le vendredi soir à la plaine d'Angy, sur le synthétique, et on a fait du foot, voilà simplement. Et maintenant qu'on suit quand même l'équipe depuis quand même quelques années, j'ai quand même l'impression que c'est ces 2 dernières années que le club tend vraiment à vouloir devenir, enfin je vais me répéter, mais professionnel avec justement des entraînements qui sont vraiment axés purement sur le physique, un entretien du corps de la part de tout le monde sur le côté en plus du football américain. Enfin, c'est quelque chose que j'avais l'impression de peut-être pas retrouver avant. Maintenant, c'est vrai qu'on utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer, mais et on a eu avant aussi Boris qui faisait partie de notre équipe sur le plateau. On l'embrasse d'ailleurs s'il nous regarde. Mais en suivant un petit peu ses activités quotidiennes, j'ai l'impression que là, il est vraiment focus évolution football américain. Oui. Disons que pour moi, tout ce qui est renforcement est indispensable. Alors, pas d'abord pour les résultats, mais d'abord pour se protéger. Mm-hmm. Et quand la préparation est bonne, automatiquement, on diminue drastiquement le risque de blessure. Ça, c'est toujours. Moi, je me souviens quand j'ai joué à une époque où les mecs se préparaient pas et on voyait sur le match 3 genoux et 2 chevilles par match. C'était normal, sans compter les claquages, etc. Et maintenant, on en voit beaucoup moins. Les équipes sont préparées, on voit beaucoup moins les joueurs sont plus athlétiques. Donc, on a 2 solutions. Soit on se dit, non, l'élite, c'est pas pour nous et on reste comme on est, on s'entraîne 2 fois semaine et on joue en D2, par exemple, sans manquer de respect à la D2. Ou alors on veut être au niveau des autres et donc à ce moment-là on fait de la salle, on fait peu importe ce qu'on fait comme sport, mais en tout cas on se renforce. Voilà. Donc on le disait, cette préparation aussi a permis donc à des joueurs d'arriver. J'imagine à vous aussi de découvrir de nouveaux potentiels, des joueurs qui avaient peut-être la tête, l'esprit et aussi le corps pour pouvoir incorporer, on le disait, l'équipe senior. Et puis aussi, j'imagine, des départs et de nouvelles arrivées dans ceux qui jouaient déjà au football américain depuis des années. Oui, tout à fait. On a eu un turnover cette année-ci. On a une ville estudiantine, donc en Liège, on a beaucoup d'étudiants de passage. Certains sont rentrés chez eux, certains ont fait des Erasmus. On perd Simon Wagner qui est là depuis 10 ans par exemple comme receveur et qui est à Barcelone pour des études. On perd un élément clé, c'est un starter dans le receveur et c'est un super gars, mais bon voilà, le choix des études est prioritaire, donc on a récupéré et certains ont trouvé ça très très marrant, mais le gars qui m'a appris à jouer au foot, Michel Plec, ce gars a 57 ans et il a joué hier et contre une première division et je peux vous dire qu'il a plus que se soit respecté, il a fait du mal à son homme pendant tout le match. Il a 57 ans et il a montré que pourtant il se prépare pas physiquement. Il vient juste d'entraînement, il se donne. Mais voilà, une fois qu'on a la volonté du caractère, après lui, il a évidemment 30 ans de football derrière lui. Ouais. Mais à son âge, il a tenu sa place, attaque et défense. Donc voilà, on a eu un turnover de joueurs, comme je disais, et le groupe s'est déforcé, s'est renforcé. Ce sont les aléas du sport, c'est comme ça, il faut faire avec. Moi, je suis content de voir des joueurs tester leur chance dans un niveau supérieur. C'est super. J'ai pas de joueurs qui quittent pour aller dans un niveau inférieur, et ça, c'est plutôt rassurant. Je me poserai des questions si ça arrivait. Le fait que j'ai des joueurs qui quittent parce qu'ils veulent essayer autre chose, moi, je les encourage de toute façon. Je ne retiendrai jamais personne. Oui, comme par exemple Thun aussi, qui avait tenté sa chance, je pense, en Allemagne, qui est revenu ici au Monarchs, qui était aussi dans l'équipe Monarchs il y a quelques années. Exactement. Il a appris beaucoup. Et d'ailleurs, quand il est revenu, il a fait bénéficier les DBs de ce qu'il avait appris. Et c'est plutôt très, très bénéfique. Donc voilà.
Donc pour en arriver un petit peu aussi sur le championnat de Division 1, on le disait, 8 équipes qui allaient donc se partager la tête avec ici les deux grandissimes favoris, les Brussels Black Angels et les Limburg Children qui s'étaient affrontés l'année passée donc dans le Super Bowl gagné par les Brussels Black Angels. Le championnat devait commencer, c'était en début février. Malheureusement, à cause des tempêtes, vous n'avez pas su recevoir les Coal Miners de Charleroi. Finalement, le championnat a débuté pour vous ce week-end avec, on en parlait, un gros match, une grosse affiche. C'était contre les tenants du titre, les Brussels Black Angels. Est-ce qu'on peut rapidement revenir sur cette rencontre comme on l'a fait en off tout à l'heure? Oui, si vous voulez que je pleure, oui, je peux revenir dessus, pas de problème. Non, on s'était préparé un match très compliqué, évidemment. Le score est dur, mais par contre, le score ne reflète pas la réalité du match. Ils ont scoré sur des big plays. On les a fait reculer, on les a fait punter. Mais par contre, on a subi quelques grosses actions. Et c'est là qu'on voit la différence. Une fois qu'ils accélèrent, c'était très compliqué pour nous. Après, nous, on avait des erreurs individuelles et qui ne pardonnent pas contre une équipe comme elle. Une erreur sur un punt return où on donne la balle dans le 15 yards, évidemment. Une interception remontée et 2 fumbles quasi dans les 20 yards qu'on leur donne. Donc évidemment, ils en profitent et donc ils ont bien raison. Donc voilà, je pense qu'on aurait dû proposer autre chose, on aurait dû proposer plus, même offensivement, on n'a pas proposé assez. La défense a fait pas mauvais boulet du tout, surtout contre la course, parce qu'ils ont vraiment des gabarits en line. La défense était plutôt très très forte. Après, ils ont très bien défendu seconde partie du match. Et nous, on a, sur 2 actions, on perd Gilles, notre tackle à droite, et Toud, quarterback. Et donc je monte quarterback... Et on met Michel, justement, Plek, tackle à droite. Et on a joué et on a pris du plaisir, quoi. Moi, je me suis fait saquer, je sais pas, 7, 8 fois, 9 fois sur le match. Mais je trouvais ça très, très amusant. Je n'ai pas de souci avec ça. Ça fait partie du truc, ça fait partie du match. J'ai complété quelques passes. J'ai fait une petite course, là. Mes condoléances, d'ailleurs, au joueur des Black Angels qui est mort sur le terrain hier. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais on a fait un petit frontal hier et apparemment... Il a du mal à s'en remettre. Petite commotion. Je ne sais pas si c'est une commotion, j'espère qu'il a rien de grave en tout cas vraiment, mais voilà, on s'est fait plaisir comme on pouvait. Après voilà, on sait sur quoi on doit travailler maintenant, on a la vidéo demain, on sait ce qu'on doit faire, donc on a 3 semaines avant le prochain match. La première semaine sera axée sur la correction des erreurs, semaine prochaine ce sera full intensity, et la semaine avant les argots, on fait du spécifique argot. Voilà, préparation classique. Et donc, vous êtes prévenus, messieurs les joueurs, si vous nous écoutez aujourd'hui. J'imagine aussi plaisir pour vous de retourner un peu sur le terrain aussi. Moi, j'en pouvais plus. Bon. C'est ma dernière saison en tant que joueur. Donc là, j'en pouvais plus. Là. C'était très, 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 très long. J'avais le sourire aux lèvres du début à la fin du match. J'ai des coups bleus partout, mais c'est ça qu'on recherche, quoi. Ça m'avait manqué depuis très très longtemps. On le sait très bien, le foot américain est un jeu aussi très très tactique, pas que physique. Il y a des plays à mettre en place, il y a une façon d'attaquer, une façon de défendre. Oui. On le disait, certains s'attendaient peut-être à avoir un score entre guillemets plus large. Ça montre aussi que Liège progresse face à des équipes comme les Brussels Black Angels. Je pense que c'est aussi important de pouvoir réduire l'écart qu'il y a entre cette équipe qui reste la meilleure du pays depuis des années et le reste de la Division 1. C'est clairement la meilleure, cette année-ci aussi, clairement. Mais très honnêtement, on aurait pu, on aurait dû faire mieux. On n'a pas joué à notre niveau, on avait pas mal d'absents, et c'est pas une excuse en soi. Puis on a l'effet de match, comme le fait que Gilles soit sorti, que Toon soit sorti aussi. Ça aurait donné, ça casse un peu notre momentum à ce moment-là, et donc c'est dur de repartir. Donc je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais voilà, c'est le plus fort qui a gagné hier, c'est tout. C'est comme ça. Est-ce que c'est pas justement un peu compliqué de commencer sa saison face à un OG comme ça, alors qu'on avait peut-être un match un peu plus facile entre guillemets C'est très très bien de commencer comme ça. C'est mis dans un coin de la tête, maintenant c'est passé, le vrai championnat commence maintenant. On sait qu'il y a les gros morceaux parce que les Coal Miners ne sont plus tous les Coal Miners de l'année passée. Ils ont récupéré donc Alexandre de Koning, Di Carmelo et Ryan Abdelawi qui sont des Tigers, qui sont chez eux maintenant. Je sais que quand Carmelo s'occupe d'une offense, généralement ça change complètement et ça va très vite, donc on doit s'attendre à autre chose en face de nous.
C'est un peu trop statique ce que les coal miners faisaient à l'époque. Et puis on a Ryan aussi maintenant qui est un très très bon joueur et qui lui s'occupe de la défense. Et donc on s'attend à ce que les coal miners montrent vraiment un autre visage cette année-ci et on sait qu'on va voir quelque chose de très très dur contre eux. Et puis les shotguns, je pense que ils ont fait la meilleure acquisition, je pense, de toute la ligue depuis 10 ans. Ils ont pris pour moi les 2 meilleurs coachs belges, Alain Verbraeken et Jean-Marc Bottin, qui est mon ami, l'un comme coordinateur offensif, l'autre comme coordinateur défensif. On peut pas mieux s'entourer. Certaines équipes se prennent la tête à engager les Américains alors qu'il y a 2 pointures comme eux ici en Belgique. Voilà, eux, je me dis que ça va être très compliqué. Très compliqué parce que ils lisent, ils connaissent, ils anticipent, même si c'est pas eux qui sont sur le terrain. Je me dis qu'on va devoir être très très fort au niveau stratégique pour pouvoir se permettre de se battre avec eux. Justement, parler un petit peu du niveau aussi de cette division 1. Je pense qu'on peut quand même dire que les BBA sont pratiquement intouchables cette année encore. J'ai pas vu les shotguns jouer. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont renforcés cette année-ci. Je sais juste que défensivement, en tout cas, Jean-Marc Bottin mettra en place ce qu'il faut pour les stopper. Après, c'est les joueurs qui font la différence. Et offensivement, Alain Verbraeken a déjà trouvé, je pense, les failles dans l'équipe des BBA parce qu'il y en a beaucoup au niveau de la couverture de passe. Et je pense que si les quarterbacks qu'il a exécutent correctement, ça sera compliqué. Mais l'un dans l'autre, je mettrai déjà maintenant gagnant les Black Angels. Mais reste à voir, j'ai pas encore vu les shotguns. Bien, on embrasse Boris qui nous suit, qui nous dit coach Caca Lobusier. J'imagine c'est référence à ce qui s'est passé sur le terrain dimanche. Je donne des cours si tu veux, Rambo. Voilà, le message est passé. Donc voilà, ces 2 équipes-là qui devraient être au top. L'objectif, clairement, des Monarchs cette année, on va pas se cacher derrière, c'est de prendre une place pour les playoffs. Playoffs et si possible pas la 4e mais la 3e place, montée d'un cran cette année-ci. Oui. 4e place que vous aviez eu l'année passée, oui, qui vous avait fait jouer contre les BBA au premier tour. On aimerait bien pas retomber contre 3 playoffs, ce serait sympathique. Passer un tour, pourquoi pas, voilà. Mais déjà l'objectif principal ici de la saison régulière, c'est d'aller chercher une place en playoff. Exactement. Continuer sur le travail qui avait été fait, qui avait été amorcé la saison passée. Tout à fait. Concernant les autres équipes, peut-être, est-ce qu'il y a aussi une amélioration comme on le voit ici du côté des Monarchs, on le disait, quelques renforts du côté de Charleroi. On retrouve aussi les Argonauts depuis quelques années dans cette D1, les Austin Pirates. Il y a les Ghent Gators qui viennent d'arriver en D1 cette année. Moi, je les adore. Les Gators, ils ont un super système de jeu, super mentalité. C'est des gars qui bossent très très bien. C'était les premiers à jouer une spread offense et une air attack. Ils ont joué ça il y a quelques années. Ils avaient un petit effectif et ils ont gagné le Belgian Bowl quelques fois. C'est une super équipe. Moi j'adore, on a fait un scrimmage ensemble, on a fait un entraînement ensemble. Ce sont vraiment des super gars avec une vision du foot qui est géniale. Voilà, ils ont commencé très fort aussi, ils ont commencé par les Black Angels. En montant de D2, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça ne reflète pas du tout le niveau qu'ils ont et je pense que les équipes de D1 devraient se méfier d'eux, vraiment. Clairement. Et puis alors après il y a aussi sans oublier les Brussels Tigers qui sont la 2e grosse équipe de Bruxelles qui compte quand même aussi un gros effectif et une belle école de jeunes aussi. Très 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 belle école de jeunes, c'est impressionnant le fait qu'ils font en cadet, junior et senior. Maintenant je pense que le noyau senior est encore un petit peu jeune. Pascal Decaux est en train de faire un super travail avec eux. Ils ont des champions de Belgique avec les juniors. Donc maintenant je pense que le niveau de jeu sera vraiment pas mal, plutôt explosif, mais à mon avis, il faudra peut-être encore 1 an ou 2 pour qu'ils arrivent à maturité, je crois, même s'ils peuvent créer la surprise, parce que ça joue très bien au foot, parce que Pascal est un très bon coach de toute façon, donc ils sont bien guidés. Vous qui êtes dans le foot belge depuis quand même des années, elle a quand même une fière allure, cette D1, comparée à celle qu'elle avait peut-être qu'elle avait il y a 10 ans. Oh non, mais il y a 10 ans, ça ne ressemblait même pas du foot. Les choses changent et elles évoluent de manière très très positive. Les gens comprennent l'importance d'être coaché et bien coaché, les gens comprennent l'importance de s'entraîner et de se faire bien entraîner. Donc on voit vraiment que le niveau évolue très très fort, mais même en D2. Même en D2, je vois par exemple ce qu'ont fait les Mustangs de Verviers cette année-ci, c'est fou. C'est fou. La manière dont ils se sont encadrés, ils ont changé donc le bureau, etc. Ils sont déplacés, ils ont notre terrain maintenant, donc le comité a fait beaucoup. Et alors au niveau sportif, à voir, je pense on en parlait hier, je crois qu'ils sont à 5 ou 6 coachs, je pense, des joueurs avec étrangers. Avec des Allemands, je pense aussi. Ils sont venus il y a quelques semaines chez nous. Des joueurs étrangers qui sont là, donc des joueurs d'Andenne qui sont venus, qui ont suivi aussi. C'est génial ce qu'ils font, et c'est comme ça qu'on fait grandir le truc. Après, voilà, le risque évidemment est un peu de perdre son âme.
quand on veut grandir trop vite, mais je connaissant les Mustangs, je ne pense pas que ce sera le cas. Ils font les choses. Après, il faut que la sauce prenne. Ils ont une première défaite contre les Waterloo Warriors. C'était une surprise pour beaucoup de monde, mais moi, je t'ai toujours dit, une équipe de mercenaires, ça ne bat pas une bande de potes. Et les Waterloo Warriors, c'est une bande de potes gérée par Kevin Huard, qui est un super joueur et qui est le coach maintenant. Il a réussi à créer cette cohésion de groupe. Et une fois qu'ils ont fait du télé Mustang, c'est plus compliqué quand on n'a pas des vrais liens d'amitié, ou en tout cas fraternels sur le terrain. C'est très compliqué de redresser la tête. Et donc voilà, mais c'est l'apprentissage. Je pense que c'est pas en 4 mois qu'ils vont créer leur grosse équipe comme ils voulaient les Mustangs. Ils s'en sont tout à fait conscients. On a discuté hier avec eux. Oui, il y a du temps, ils en ont parlé. On est dans un processus qui est long. Et, exactement. Mais par contre, chapeau, parce que ce qu'ils ont fait est vraiment incroyable. Ce qu'ils font est toujours incroyable d'ailleurs, maintenant. On le parlait aussi de cette division 2 qui compte aussi 8 équipes, avec aussi les Is The Game Tribes, qui était une grande équipe il y a quelques années, qui ont gagné quand même pas mal de titres en Belgique, qui sont en train de remonter aussi tout doucement. Et puis j'avais quand même envie de discuter de ça avec vous. Il y a cette Development League qui a perdu pas mal d'équipes, qui est là pour le moment avec ces 2 seules équipes pour jouer, les Amé Atomics et les Black Angels, c'est la deuxième équipe, puisqu'ils ont l'avantage d'avoir un effectif qui permet de pouvoir mettre une équipe de développement. Avec le forfait des Raptors de Soumagne qui ont décidé d'arrêter cette année. Fallait quand même un peu en discuter. Je sais que C'est dommage, c'est triste. Ouais. C'est triste pour le foot en fait. C'est triste pour le foot, c'est triste pour les joueurs, c'est triste pour ceux qui se sont investis, qui ont cru. C'est dommage. C'est dommage parce que le forfait arrive 15 jours avant le championnat. C'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui se sont entraînés l'année passée, l'été déjà, avec une prépa physique. Je parle des gens de Soumagne. Et puis qui ont vraiment cru. Moi, je discute beaucoup avec un joueur chez eux qui s'appelle Georges, qui est un lineman, quelqu'un de très très gentil. On s'est rencontrés pour la terre de rugby une fois, on a discuté. Et c'est des gens comme ça qui font vivre les clubs. Mais malheureusement, ils sont très très mal payés. Parce que c'est pas eux qui décident et on sent qu'il y a une politique derrière qui est plutôt de celle de c'est mon équipe quoi et rien d'autre. Et ce côté un peu dictatorial fait que voilà où on en est. Certains avaient prédit qu'ils ne pourraient pas jouer, mais non, on va y arriver, tu verras, et lui va revenir. C'est pas comme ça qu'on crée une équipe et c'est pas comme ça qu'on joue un championnat. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que cette ligue aurait pu être étoffée d'une 3e équipe et ça ressemble à un mini championnat au moins, mais là c'est même pas le cas. Maintenant, il y a les Atomiques. Je ne sais pas du tout ce que valent les Atomiques cette année-ci. Je ne sais même pas s'ils sont suffisamment nombreux parce que je sais qu'ils ont dû annuler quelques trucs. Mais contre le BBA2, de toute façon, je ne les vois pas gagner. Mais c'est triste. Le football en région liégeoise est triste pour le moment parce que on en a déjà parlé. Chacun y va de son ego. Chacun va de sa petite fierté personnelle. Et plutôt que de faire grandir le foot, on voit ses intérêts personnels. C'est dommage. On veut faire à Liège ce que personne n'a jamais fait ailleurs. On veut créer dans une ville comme Liège, qui n'est pas non plus la capitale, on veut créer 4 équipes différentes, alors qu'à Bruxelles, il n'y a pas 4 équipes différentes. À Bruxelles, à un moment donné, il y a eu 3 équipes, les Bulls, qui étaient champions de Belgique, les Black Angels et les Tigers. Et une des 3 équipes n'a pas survécu. Avec une école de jeunes, avec tout ce qu'il fallait, et elle n'a pas survécu quand même. Mais à Liège, on va faire autre chose. Je trouve ça dommage. Donc, on a eu une discussion avec les Atomics l'année passée. Ils devaient venir chez nous, etc. Puis finalement, une partie du comité a préféré garder la SBL en vie et donc ils ont préféré continuer. Et nous, on a, je pense, c'était 8 ou 9 joueurs des Atomics qui sont venus chez nous. C'est ceux que je vous disais que j'ai entraîné pendant l'été. Ils voulaient voir autre chose, se tester, etc. Et nous, on a ouvert les portes, évidemment. On n'est pas contre. Et puis j'ai contacté, moi, le gars des Raptors. Je dis, voilà, si vous voulez venir vous entraîner cette année-ci, vous avez payé votre cotisation quand même. C'est-à-dire que ces gens-là ont payé. Et vous voulez vous entraîner, vous êtes bien venus chez nous, les portes sont ouvertes. On ne vous demande pas de vous affilier chez nous, pas de prendre de licence, pas du tout. Vous voulez venir vous entraîner, faire du sport, venez, pleine de cointes, mardi, vendredi, mettez vos casques et épaulières et venez. Voilà, on avait rencontré aussi le comité des Hunters. On les a rencontrés à l'automne, fin de l'automne. Donc parce que eux pensaient qu'on avait mis un droit de veto quant à la création de leur équipe, parce qu'il y a une règle territoriale en Ligue francophone qui nous permettait, de mettre un droit de veto. Mais je vais être très clair, parce que je sais que plein de gens qui nous écoutent pensent que c'est vrai.
on n'a pas de droit de veto à mettre ou pas. Les D-Hunters n'ont jamais rentré de dossier à la Ligue pour créer leur équipe. C'est la première des choses. Donc le comité doit faire d'abord les choses dans les règles et contacter la Ligue. Il y a un espèce de cahier des charges à remplir. Et une fois que ce dossier est rempli, est complété et validé par la Ligue, à ce moment-là, on voit s'il y a des personnes qui ont un droit de veto et est-ce qu'elles veulent le faire valoir ou pas. Et nous, on s'est rencontrés bien avant ces étapes-là. Hein. Je pense d'ailleurs que l'initiative était même de leur président. Il a très bien fait. On les a rencontrés. Au départ, ils voulaient venir seuls. On a demandé pour rencontrer le comité complet. Et donc, on les a rencontrés avec notre comité complet. Et on a organisé ça dans une salle de réunion donc dans le centre-ville. Et on a écouté leur projet. Et très honnêtement, leur projet n'était pas viable pour nous. Mais on n'est personne pour juger. On leur a juste donné notre avis d'anciens, entre guillemets. Mm-hmm. Mais à l'heure où on veut nationaliser le foot, où les ligues francophones et flamandes n'ont plus grand-chose à dire, à l'heure où on essaie d'avoir des joueurs internationaux, à l'heure où on a des coachs maintenant internationaux, à l'heure où on essaie de faire en sorte que nos joueurs partent jouer à l'étranger pour s'améliorer, on a une équipe qui se crée et le président qui nous dit, je pense de manière très honnête, mais en même temps très maladroite, moi ce qui m'intéresse, c'est j'ai des gamins, on joue dans un village, nous voilà, on sera une équipe de village. Ben non, une équipe de village alors qu'on veut jouer au niveau national, ça n'existe pas. On va croire que tout le monde, dans chaque village, on va créer une équipe, vous n'aurez pas l'effectif, c'est pas possible. Et puis, enfin, c'est pas Interville, quoi. C'est la Ligue de football américain, c'est pas la même chose. Et donc, ils nous expliquent que cette année-ci, ils auraient aimé donc jouer cette année-ci. Et comme ils ont beaucoup de demandes, c'est créer du flag par la suite. Et ça, le flag, c'est une super école pour le foot américain. C'est d'ailleurs ce qui nous manque au Monarque maintenant, et on va y penser pour les années à venir. Mais le flag, jusque 12 ans, il me dit qu'il veut créer ça. Et je pose une question très simple en disant, mais tiens, vous créez une équipe de flag, super. Le gamin a mordu au flag, mais il a 12 ans, il fait quoi après? Parce qu'après, il lui faut 19 ans pour jouer. Et il attend pendant ce temps-là. Ouais, c'est compliqué. Ou alors on commence par les seniors et on descend, on fait junior, cadet, flag. Ou on fait l'inverse, on dit on n'a pas de senior, on fait flag, cadet, junior, senior. Mais se dire qu'on fait flag et senior, et on fait quoi entre les deux? Ou alors on fait comme certaines équipes, on incorpore des gamins de 15 ans. Nous, on a eu un gamin de 15 ans qui est venu, qui a joué, je peux le dire, au Raptor de Soumagne. Il était un petit peu en surpoids, donc on l'a mis en ligne avec des adultes. Hein. Il venait d'avoir 15 ans. On l'a eu chez nous, en cadet, il ne pouvait pas avoir sa place, il n'était pas encore assez bon. Mais c'est dangereux pour lui. Il s'est fait cogner par des molosses qui font 130 kilos. Quel intérêt? Qu'est-ce que lui a appris? Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment ça le foot américain maintenant? On en est au stade, on explique à nos joueurs qu'ils ne doivent pas venir avec la tête en avant parce qu'ils doivent se protéger, etc. Et là, on met un gamin de 15 ans face à un adulte et ça se cogne. Oui, mais j'y vais doucement parce que tu choisis comment tu cognes, qui tu cognes. Non. Si on joue à 100% l'entraînement et qu'on fait les phases de jeu, à un moment donné, tu ne peux pas te permettre de dire. Et puis, il n'a pas la même mobilité que toi, puis il a des appréhensions, puis à un moment donné, il tombe et puis ça fait une cheville ou ça fait un tibia péroné. Enfin, voilà. Le football en région lilloise est vraiment triste. Il faudrait qu'on trouve un peu ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous sépare. Parce que les gens parlent de divergence, mais on n'a pas de divergence. On veut juste faire grandir le foot. Mais je crois que le plus dur, c'est de se rendre compte, pour certains en tout cas, de se rendre compte de ce qu'est vraiment le foot américain en Belgique aujourd'hui. Et le président des D-Hunters, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. On sent que c'est quelqu'un qui est passionné et qui veut vraiment aider son équipe. Mais je pense que lui-même est mal entouré parce qu'il n'a pas une vision réelle de ce qu'est le foot américain en Belgique. En tout cas, ce jour-là, le jour de la réunion. Ils étaient plusieurs et certains allaient dans mon sens en disant oui, c'est vrai, on ne s'était pas préparé à ça, on ne s'attendait pas à ça. Et d'autres vendent un peu du rêve en disant non, mais si on va y arriver, mais c'est très difficile d'y arriver. Et puis surtout, moi j'ai entendu un argument je suis tombé de ma chaise. On me dit oui, nous ça ne nous intéresse pas avant de venir à Liège, chez vous, parce qu'on a des gamins qui habitent dans le village et donc si on vient vous rejoindre, ces gamins-là arrêteront. Je peux tout à fait comprendre. Oui, c'est un argument qui fait son poids. Mais après, on nous dit, mais si vous nous dites non, on va se délocaliser, on ira du côté de Warem. Mais oui, mais et vous faites quoi alors de tous ceux qui habitent par là? Et dans ce cas-là, si vous les perdez, c'est moins grave. Voilà, je trouve ça dommage. À Liège, on pourrait faire un super pôle pour le football. Ce serait une grande ville. Donc la solution serait peut-être de tout remettre dans un club, ou en tout cas essayer de... Moi, mon idéal à moi, je parle du mien, je ne parle pas au nom du club. Hein. Mm-hmm. Le mien à moi, ce serait vraiment de se dire, on crée une seule et même équipe, une grande équipe, en région liégeoise, que chacun responsable de club mette son ASBL en veille pendant 2 ans. Qu'on se rejoigne, qu'on discute ensemble d'un projet commun. On appelle ça X, Y, Z, peu importe. On peut même enlever le nom Monarque. On garde
chacun son identité particulière, mais après, on vient travailler pour un seul objectif. Pendant 2 ans, les gens vont apprendre. Les joueurs vont se confronter à des joueurs plus grands, plus rapides, plus vieux, plus expérimentés, peu importe. Les coachs vont faire leurs dents parce qu'ils vont coacher des plus grands groupes. Et donc, ils vont apprendre avec l'aide d'autres coachs. Et puis, si à un moment donné, les gens veulent repartir chez eux et recréer une structure, ils auront un bagage nécessaire pour pouvoir se dire, OK, je crée mon équipe, il faut plus ou moins 2 ans, je pars et je crée mon équipe. Mais là, on est en train on a l'air ridicule. Honnêtement, on a l'air ridicule. Les gens se moquent de nous. C'est parce que ces gens-là n'ont pas de contact avec les équipes wallonnes. Moi, j'en ai avec les équipes au niveau national, mais on se moque de nous. Vraiment. C'est triste. J'en parlais hier encore avec les joueurs des gens de Black Angels, du staff. On a l'air stupide. On a l'air stupide, vraiment. Et allez, les Wolves, ils ont existé combien de temps, les Wolves, Basile 1 an, 2 ans Les Wolves, 2 ans, il me semble. 2 ans, et maintenant, vous voulez dire Hunters Ça fait un an passé. 3 ans. 3 ans qu'il y a des gens qui aiment le foot, des passionnés, qui s'entraînent, qui se bagarrent. Leur vie a clairement changé parce qu'on sait que X fois semaine, il y a le foot, on fait des concessions, et ces gens-là, même s'ils sont en développement, ces gens-là s'entraînent aussi à part. Et ça donne quoi comme résultat? Rien, parce qu'il ne se passe rien. Et c'est pas la faute des joueurs. Hein. Ce n'est jamais la faute des joueurs. Hein. Jamais. Je prends un exemple très simple. Quand le président... Christophe, c'est ça? Quand Christophe, lui, décide de dire, OK, allez, je vais donner un coup de main. Lui, l'initiative vient pas de lui. Il dit, OK, mais il doit avoir tous les paramètres. Mais on ne lui dit pas qu'il y a une règle territoriale qui existe. On ne lui en parle pas. Il le sait après. C'est lui qui est mal entouré. Lui, il vient avec la bonne volonté en disant, le mec, il gère déjà 2 entreprises. Et je pense qu'il a déjà suffisamment de trucs à gérer sur le côté. Il dit, OK, je vais faire ça. C'est super. Il a, en plus, l'honnêteté de dire, OK, mais moi, de toute façon, je ne joue pas. Moi, j'ai pas de niveau pour. Je fais ça pour m'amuser, etc. Point. Mais ce gars est mal entouré parce qu'on lui dit, non, mais on va créer l'équipe, on va reprendre, pas reprendre, mais reprendre ce qui existait d'avant et tu vas voir, on va faire une nouvelle équipe. Le gars dit, OK, il croit que c'est facile, mais ça n'est pas tant que ça. Voilà. C'est compliqué, mais ça fait du bien d'avoir aussi votre avis par rapport à ça et ce qui se passe aussi au niveau du football en région liégeoise. C'est vrai qu'on l'évoque quand même beaucoup en off par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est vrai que voilà, avec la création d'autres équipes, d'autres qui disparaissent. Et bah oui, cette Development League qui ne ressemble plus à grand chose. En tout cas, pour le moment, c'est vrai que c'est compliqué. Et alors peut-être aussi un fossé qui se crée entre les équipes de la 1, les équipes de la 2 et les équipes de cette fameuse Development League où il n'y a pas assez d'équipes tout simplement. Mais bon, au-delà de ça, c'est quand même aussi un bel appel du pied qui est fait de la part de Kamel vis-à-vis de plusieurs équipes qui évoluent en région liégeoise. C'est vrai qu'on se posait aussi un peu la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'équipes à Liège, un peu moins peut-être aucune au Luxembourg, ou une qui est en création, je pense, les Iron Bucks. Oui. Et pas grand-chose aussi du côté du Hainaut, même si c'est vrai qu'on a les Coal Miners de Charleroi. Historiquement, vous savez, les Mustangs de Verviers ont été créés. Il y avait un gars là, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Nicolas Ledent. Il avait essayé une équipe, c'était les Éburons, je pense, à l'époque. Mm-hmm. Elle n'a jamais participé au championnat. Il est venu chez nous, il n'a pas aimé le truc. Il est parti, il a fait sa propre équipe à Verviers. À Verviers, ça a duré le temps que ça a duré. Ils se sont disputés, hop, ça a créé une équipe à Soumagne. Vous imaginez sur quoi on démarre? Les bases sont déjà pourries à la base. Quand je dis que ce que font les Mustangs, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel parce que se dire que partir d'une base aussi faible et puis en arriver là, c'est que vraiment il y a des gens qui ont travaillé derrière mais qui se sont remis en question. Comme Pfeiffer, le président, etc., qui se sont dit, OK, non, mais là, on va dans le mur. Ça sert à rien. La bande de copains qui boit casser de bière, là, sur le champ, il faut arrêter ça. Et les gars ont compris qu'il fallait se bouger. Et ils se sont bougés. Ils ont fait nécessaire. Et c'est très rare. Mais les autres, Soumagne, je crois qu'ils ont 5 saisons, je pense. Allez, si on compte, et sans vouloir manquer de respect aux joueurs, parce que j'en ai rencontré plein qui sont super sympas. Quand on voit une équipe comme message, quand elle publie en grand, we need a coach sur Facebook. Et t'es une équipe, mais tu mets ça comme visuel, enfin, ferme, hein. Arrête. La première chose que veut savoir un joueur, c'est ce qu'il y a un coach pour m'entraîner, on va prendre le foot américain, et tu marques en grand qu'il n'y a pas de coach. Enfin, c'est ridicule. En 5 ans, ils ont combien de victoires? Voilà, je me dis que c'est triste. Ouais. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Bah, compliqué, c'est la manière polie de le dire, oui, tout à fait. C'est compliqué. C'est compliqué, vraiment. Par rapport aussi
C'est vrai que ça avance, on est bientôt à une heure de discussion avec vous, très intéressante. N'hésitez pas aussi à réagir par rapport à ce qui se passe aussi du côté de Liège, à nous donner un petit peu vos façons aussi de penser, votre avis, ça nous intéresse toujours, on pourra lire ça tout à l'heure. On le disait aussi, ça passe aussi par des résultats qui commencent à arriver aussi en équipe nationale. Ça devient très intéressant aussi avec les Belgian Barbarians qui deviennent une belle équipe et qui commencent à faire leurs dents aussi au niveau international. Oui, il y a un beau programme qui se met en place, en junior aussi d'ailleurs. Il y a un beau programme qui se met en place. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas vraiment d'accord, mais bon, je n'ai pas un moment à dire. Je trouve dommage par exemple que l'équipe nationale belge ne soit pas coachée par des coachs belges, mais plutôt par des coachs américains, alors qu'on a des très 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 bons coachs belges, et en même temps qu'ils devraient simplement apprendre. Mais voilà, on a choisi de prendre des coachs étrangers, bon ma foi. Le programme est pas mal, mais juste voilà, il y a des positions de coach peut-être qui sont encore un peu faiblards à mon avis, mais c'est un avis personnel. Et on sent qu'il y a des préférences un petit peu sur certains joueurs. Et si même ceux-là ne se présentent pas, on les reprend quand même. Donc on organise des combines, mais finalement les combines ne sont pas si importants que ça. Donc voilà. Mais par contre, c'est quand même une super équipe avec un super niveau. C'est dommage. Les 2 derniers matchs étaient vraiment... On n'a pas montré, je pense, le vrai niveau de la Belgique. Perdre contre l'Irlande et gagner de très peu contre Israël. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ça, avec les potentiels qu'il y a sur le terrain en tout cas, parce que je connais les joueurs. Ouais, je pense qu'on peut faire très 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 mal au niveau européen et à mon avis aller chercher une place dans le classement mondial d'ici 2 à 5 ans, à mon avis, c'est vraiment faisable. Je vais rebondir juste pour revenir un peu sur les Monarques. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Par rapport aussi au changement de terrain, donc on le disait, il y avait la saison passée, c'est passé du côté de Angers. Vous avez quitté la plaine des sports de Cointe pour finalement y revenir cette année. Est-ce qu'on n'aurait pas envie du côté Monarques, quand on voit l'évolution du club, de pouvoir peut-être un jour bénéficier de ses propres installations au niveau communal? Je sais bien que Julien aime beaucoup en parler quand il est là. Est-ce que ça bouge pour le foot américain en commune liégeoise ou pas assez? Ça bouge autant qu'à Piloun sur l'autoroute. Donc ça bouge pas. 0. On a contacté, on a fait les appels du pied, tout ce que vous voulez. Rien. L'année passée, ils ont refait le terrain, ils nous ont prévenus super tard. Ils ont refait le terrain, c'est déjà pas mal, donc on a dû déménager à Sclessin et puis jouer les matchs à Angy. Maintenant, il faut savoir qu'à Angy, par exemple, c'est 35 € de l'heure la location. Pour une journée de championnat, il faut louer entre 6 et 8 heures, plus le prix des arbitres, plus le prix des ambulances. On en a une journée à 800 €. Sans aucune rentrée financière parce qu'on n'a pas accès à la cafétéria. Quand on organise à Cointe, d'abord historiquement, c'est notre terrain. Même s'il est moins bon, pour nous, ça a fait quelque chose de jouer là-bas. Même si les vestiaires sont moins beaux, moins grands, le terrain est moins beau, pour nous, il y a un côté sentimental. Et puis surtout, on a la cafétéria. Et donc, on a quelques rentrées. Et donc, ça nous permet de payer au moins les frais d'arbitrage, l'ambulance. Et voilà. Donc, on devait faire un choix. Et c'est un choix financier qui s'est fait, mais aussi un choix historique en se disant, on s'est délocalisé pendant une saison. On a proposé d'accueillir les équipes dans des très bonnes conditions. Quand je vois que l'année passée, malgré le fait qu'on ait mis de l'argent sur la table, on a eu des soucis pour battre les Pirates parce que, soi-disant, l'ambulance n'était pas là. Je me dis, tant qu'à faire, finalement, on va jouer sur un terrain avec des silex qui dépassent, ça ne me pose pas de soucis à moi. On est habitués, nous. Oui. Et donc, retour ici jusqu'à ce que peut-être quelque chose se décante. On aimerait. C'est la prochaine étape du comité. Donc, après la saison, c'est de commencer à contacter le pouvoir public et voir un peu ce qui est disponible. Mais maintenant, en région liégeoise, c'est très, très compliqué de trouver des terrains. Il faut se délocaliser. Se délocaliser, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Qui habitent dans le centre. Exactement, on a des Français, des Suisses, etc. qui sont ici pour des études et qui habitent dans le centre, qui ne sont pas véhiculés. Donc c'est compliqué. Voilà, on fait malheureusement comme on peut. On sait qu'on a encore beaucoup d'évolutions à ce niveau-là, au niveau infrastructure. On n'a pas les meilleures conditions possibles, mais en même temps, ça forge aussi le caractère. Clairement. S'entraîner dans un terrain qui est dur en été et hyper boueux, à un moment donné, ça forge le caractère et les gars sont capables, ça devient des durs au mal par la suite. Et
trop en faire pour eux, c'est pas bien non plus. Aller trop vite, en tout cas, il ne faut pas. Ils vont encore devoir attendre un petit peu avant d'avoir des meilleures conditions. Bien. Kamel, qu'est-ce qu'on peut, peut-être pour terminer cette interview, vous souhaiter pour la saison à venir? J'imagine une qualification en play-off déjà. Ça serait déjà une très très belle chose. Oui, sinon ce serait une saison ratée complètement. Disons-le, ce serait une saison ratée. Une super saison avec les seniors, une super saison avec les cadets aussi. Et on espère avoir un super recrutement avec les juniors, avoir un gros effectif junior cette année-ci. Pour cette fois-ci, jouer vraiment la tête, aller en finale junior cette saison-ci. Et j'espère, fin de saison, pouvoir rencontrer les dirigeants des clubs liégeois, s'asseoir autour d'une table, ce qui n'a encore jamais été fait, tous ensemble, et discuter de l'éventualité d'un projet commun, en tout cas. Et ça en va pour l'évolution du sport en Belgique et l'évolution du football américain dans la région liégeoise. Ça peut être une bonne idée. En tout cas, l'appel du pied est lancé par Kamel. Si jamais vous nous écoutez et que vous êtes dans d'autres clubs ici en région liégeoise. Mais Kamel, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été avec nous ici pendant cette 7 heures. C'était très très intéressant, très enrichissant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi sur le live. Mais attendez, ne partez pas tout de suite parce que l'émission continue. On a encore plein de choses à vous dire. On va enchaîner avec la NFL vu que Basile est arrivé. Il y a encore quelques petites actus, j'imagine, mon cher Basile. Oui, il y a eu du Combine et aussi une grosse nouvelle convention qui a été signée à l'unanimité par tous les dirigeants de clubs. Donc, pas mal de changements à prévoir en NFL. On va parler de ça donc à la reprise, juste après la track qu'on va vous proposer pour l'heure. On parlera aussi NHL, on parlera aussi NBA et on continuera avec la chronique régionale et les autres clubs de notre belle province liégeoise. On s'écoute Minute, le temps de raccompagner Kamel et on revient juste après. Na 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 na